putain. Ou alors, et j'avais trouvé le truc aussi, il était très très sensible aux vibrations. Et ça, on va rentrer sur autre chose, c'est grâce à l'os carré qui réverbère les vibrations et les met dans le tympan. En fait, ça, et là, si on va parler de est-ce que ça entend ou pas, disons que ça perçoit, ça n'a pas d'oreille externe déjà, forcément, vous voyez bien que... Par contre, ça a une oreille interne, il y a un début de tympan dedans, mais elle est sous la peau. Donc forcément, déjà, il n'y a pas de trou pour percevoir les vibrations, ça va être moins subtil que nous. Et en fait, voilà. Ça va être beaucoup plus... Et ça va capter plus les graves, plus les... C'est ça, plus les basses fréquences. Exactement. Donc qui sont assimilées aux vibrations. Et tout c'est ça pour un te petit dire peu que comme souvent, s'il avait une peau de tambour. C'est ça, c'est ça. Et souvent, il repérait la souris soit par le mouvement comme ça à tirer, soit par un gratis, tu vois, il suffisait qu'elle gratte la branche, et là tout de suite il était taqué. Parce que la moindre vibration, et quand j'avais compris ça, pour lui dire qu'il y avait une souris, je mettais un tout petit coup d'ongle en bas d'une branche. Comment tu dis la branche elle n'a pas vibré, il ne s'est rien passé. T'inquiète pas que le truc là-haut, il savait ce qui se passait. Après, je dirais qu'il essayait de faire l'approche, de s'approcher avec l'organe de Jacobson, il se dirigeait, et puis avec le visuel aussi. En combinant tous les sens. Et je dirais que quand il tapait à la fin, c'était vraiment avec les thermiques, quoi. Des fois, j'ai fait je le filmais en night shot, en nuit totale, tu vois. Et vraiment, c'est vrai qu'il y a un moment où... Genre, si la souris, elle vient faire la conne et remuer son petit museau devant, paf, quoi, c'est direct. Tu sens qu'à un moment, il y a un truc qui a une distance qui est toujours la même, où tu dis, et c'est assez proche quand même la distance où le thermique, je pense, se lance. Hein. Il faut être très près pour qu'il commence à bien. Et là, ça l'excite, ça lui donne l'information qui fait que paf, quoi. Ça part. On était sur les yeux, ouais, moi je disais, ça voit quand même plutôt pas mal en fait. Notre vision de ce qu'on voit, des couleurs surtout, elle va être liée. Il y a différentes capacités de vision. Par exemple, il y a les bâtonnets et les je sais plus quoi là. C'est les triangles. Permettent d'être plus ou moins. Bon, ça je vais pas vous en parler parce que je me rappelle pas. J'ai lu des trucs là-dessus, mais je me rappelle pas. Ce que je voudrais vous parler, c'est oui, la capacité, le spectre dans lequel il voit. C'est tout à fait hallucinant. On voit donc la couleur verte parce que la couleur verte est une certaine onde. C'est des ondes. On voit le rouge parce que c'est une autre onde. Et nous, notre spectre visible, il va s'arrêter à l'ultraviolet et à l'infrarouge. On ne voit pas au-delà. Eh bien, j'ai une grosse nouvelle pour vous. Il y a des couleurs au-delà. Il y a des couleurs, juste on ne les connaît pas, nous, parce qu'on ne peut pas les voir. On n'est pas équipé avec des yeux qui permettent de percevoir ces ondes-là. C'est les marqueurs que j'avais lus là-dessus. Hein. Sur Python Regius, je pense qu'il n'y a aucune différence avec un boa constrictor, hein. Je vois pas pourquoi il y en aurait. Ces pitons, ils sont capables de voir dans que je dise pas de conneries, dans l'infrarouge. Non, je sais plus. Non, pas dans l'infrarouge, dans l'ultraviolet. Ils sont capables de voir dans l'ultraviolet, c'est sûr. Qu'est-ce que ça fait? Ça leur fait une vision genre comme à la NCIS. Tu sais, quand ils viennent prélever l'épreuve là avec un néon ultraviolet là, et ils voient les traces de salive, toutes les traces et qui apparaissent en surbrillance. En surbrillance, vraiment. Et bien en fait, vu qu'ils voient dans... Et ça on en est sûr, parce que scientifiquement on a prouvé qu'ils étaient capables de voir dans ces ondes-là, quoi. Tu sais, il y a des... Je sais pas trop comment ils font les tests, mais ça on le sait. Et ça veut dire qu'ils voient ça, quoi. Ça veut dire qu'ils voient comme en NCIS, ouais. Ils voient les ultraviolets, quoi. Moi je pense que... Je me suis souvent demandé, mais putain, comment ils font, quoi. C'est pas les seuls, hein. Il me semble que dans le règne animalier, il y en a différents qui ont la possibilité de voir au-delà de l'infrarouge ou de l'ultraviolet. Je me suis toujours demandé, mais comment ils font pour trouver une proie en pleine jungle? Quelle est la chance de dire, putain, je vais prendre cet arbre-là, et là, il y a quelque chose qui va passer dessous. Tu te dis, mais le truc, il peut attendre potentiellement 8 ans avant que quelque chose passe. Et maintenant que je sais ça, je pense qu'ils repèrent les traces. Ils voient des traces laissées que nous, on peut pas voir. Exactement. Voilà, sur des branches, en arbre. Nous, on voit dans une forêt les sentiers creusés par des chevreuils, parce que ça finit par... Il y a aussi Mais lui, il voit autrement. Avec l'organe de Jacobson, justement, il combine ces deux sens pour repérer sur ces traces. S'il voit des pistes plus une odeur qui l'intéresse. Des traces éventuelles, des restes de molécules et odorantes. Ah oui. Je pense qu'ils ne choisissent pas leur spot de chasse par hasard. Je pense que le fait qu'ils vont en ultraviolet, Donc ils ont une vision infrarouge, on l'a vu avec les labiales, ils ont une vision ultraviolet. Ils ont une très bonne capacité à capter les vibrations, donc les pas potentiels d'une souris sur la même branche que lui, de ce que tu veux. Donc les vibrations se réverbèrent et comme il pose la tête sur la branche, c'est augmenter la vibration. C'est ça, l'os carré, c'est un reste de la mâchoire. On va voir l'os carré après.
et ça lui dit qu'il y a quelque chose, voilà. C'est une très bonne vision finalement pour voir le mouvement, pour voir ce qui bouge. Ça ne discerne peut-être pas très très bien les formes comme nous, quoi, ça, voilà. Mais bon, avec tous les autres sens qu'il a. Et puis ça a cette vision moléculaire, donc grâce à l'organe de Jacobson. Bon bah le truc, il est équipé quoi. Ouais, Ils sont bien équipés. Ouais. il est paré, tu vois, il est paré. Voilà, donc la tête, bah écoute, effectivement, tu vas peut-être nous décrire l'os carré. Ben écoute déjà comment ça fonctionne. En fait, le bordel là, quand il est au repos, l'os carré c'est magique, hein, c'est ce qui va lui permettre d'engloutir des proies aussi énormes. Ça, et le fait que là, les deux mâchoires là du bas sont scindées en deux. La mâchoire du haut, c'est un os entier, la mâchoire du bas, c'est deux mandibules, une mandibule qui vient là, une mandibule qui vient là, et elles sont reliées par un ligament qui peut donc s'étirer. Ce qui fait que vraiment, ça fait comme, je sais pas comme une montre religieuse, tu vois, ça a une gueule comme ça s'ouvre comme un coléoptère en bas. Donc ça va augmenter le passage des proies. Et après, l'os carré là, pour moi, il est replié comme ça, c'est-à-dire qu'il est à plat, tu vois. Et quand ça va vouloir avaler, ça va l'ouvrir, ça va le remonter comme ça. Il y a une double charnière en levier qui va s'ouvrir, tu vois, c'est comme si c'était comme ça au repos, et ça se lève et c'est comme ça. Ce qui fait que moi, si tu regardes ma mâchoire, j'ai qu'un seul point d'attache là. Quand je vais ouvrir la gueule, c'est en triangle, j'ai qu'un seul point d'attache. Mais lui, il a deux points d'attache au bout. Tu vois? Au lieu que ça soit un seul point, et ben lui, il en a deux. Donc déjà, c'est beaucoup plus large, quoi, forcément. Il a une méga gueule. T'imagines si j'avais deux, ça ferait comme Predator en fait. J'ouvrirais la gueule comme Predator, quoi. C'est ça l'os carré. Donc ça, c'est vraiment ce qui permet... Et après, tout ça, c'est mou, il y a des capacités dingues. J'imagine, vous avez déjà vu, quand vous nourrissez une femelle, des fois, après, t'as la peau qui reste jusque-là. Et qui reste jusque-là. Ouais, qui reste carrément distendue. Ça a une capacité, la peau, à se détendre, qui est hallucinante. Il y a des fois des erreurs qui sont faites au nourrissage par des débutants. Ils ne comprennent pas justement cette capacité d'os carré, tout ce que j'ai expliqué. Et ils ne comprennent pas que ça peut avaler une proie... deux fois et demi, 3 fois, potentiellement, ce que ça peut avaler, je sais pas qu'il fallait le nourrir avec, hein, ça peut avaler une proie 4 fois plus large que son corps, hein, sans problème, hein, les gars. Et il y en a, je connais, c'est rare les cas de sous-nutrition, mais j'en ai vu, de personnes en fait qui donnaient à manger exactement la taille de la tête, voire plus petit que la taille de la tête. Mais ce bois, faut pas le nourrir au pinky, les gars, hein, soyons clairs. Hein, c'est un des rares cas de sous-nutrition que j'ai vu en fait, c'est que les gens, par anthropomorphisme, se disent moi je peux prendre une bouchée là comme as, là, donc le truc il est pareil. Non, il est différent de toi. Et il faut le nourrir. Donc ça c'était l'os carré. On va peut-être ouvrir la bouche pour commencer à montrer des choses. Un peu. Déjà les dents. Ça va quoi, sur les morsures, c'est pour ça, elles sont quand même spécifiques, elles sont pas... c'est pas de la dent qui est faite pour blesser, c'est pas une dent comme chez les canidés, c'est pas une dent qui est faite pour déchiqueter. C'est une dent qui est faite pour planter. C'est des dents, à la différence des colubodés justement. Non, vas-y, t'inquiète. Hein. Qui sont retournés en arrière. Ouais, qui sont courbes, ouais. Comme des hameçons. Donc, qui sont faites pour agripper la proie et éviter justement que la proie puisse s'échapper si jamais elle est encore en vie ou quoi, en constriction par exemple. Donc ça te harponne, et une fois que c'est dedans, plus tu tires, voilà. Et plus tu te fous dans la merde en fait, plus tu te harponnes dessus quoi. Donc on va lui ouvrir la gueule. Voilà. Ça c'est un geste que tout le monde devra savoir faire, ne serait-ce que pour repérer les maladies, les pathologies respiratoires. Regardez le truc qui s'ouvre là. Ça s'appelle comment ça, Maxime? Alors au milieu, le petit, on va dire l'espèce... Ouais, ce truc qui s'ouvre là. Le tube en bas avec un petit point noir, c'est la trachée. C'est la trachée, ok. La sortie, c'est quoi? C'est la glotte? Oui, on pourrait comparer ça. On pourrait appeler ça comme ça en gros. Regardez comment elle est clean. Moi, ce que je veux vous montrer, c'est regarder comment elle est clean, la trachée quand elle s'ouvre. Vous voyez, il n'y a aucun pus qui sort, aucun. Vous devriez savoir faire cette simple manipulation d'ouvrir la bouche, rien que pour ça, de temps en temps, si vous avez le moindre doute, ou pour vérifier de temps en temps que votre bête n'est pas malade. Une pathologie respiratoire, ça ferait une sursalivation au début, un mucus assez clair, mais assez épais, voilà, j'ai envie de te dire assez mielleux, tu vois, assez
Comme des glaires. Voilà, et après ça devient jaune, ça s'empire et tout. Donc voilà, donc ça c'est une manipulation que vous devriez savoir faire. Des fois c'est nécessaire pour aller retirer un copeau qui s'est planté. Vous voyez là, les dents là, elles sont là. On voit qu'il y a une double rangée. Il y a une rangée extérieure. Alors, rapidement, on voit une rangée extérieure là. Et 2 rangées à l'intérieur. Elles ont l'air pires encore à l'intérieur, elles ont l'air encore plus longues. Ce qui fait qu'en haut nous avons 4 rangées et en bas 2, donc une de chaque côté. D'accord, vous voyez ce que je vous disais sur le ligament mou là? Regardez comment les 2 mandibules, je peux les... Vous voyez comment je les déplace indépendamment. Elles sont indépendantes, c'est obligé là. Pour que ça puisse faire ça comme ça, c'est que forcément il n'y a pas de... C'est pas un os là lié. Donc on le voit bien. Là on voit bien la rangée, donc c'est vraiment dans de la gencive, chaque petite dent est dans de la gencive. C'est vraiment une petite arête de poisson. Planté vers l'arrière, si j'y mets le doigt, et là, après, plus tu tires effectivement, et plus tu es dans la merde. On a vu, pendant qu'on y est, moi je trouve sur la santé du boa, le fond de gorge, tout ça était très clair, très rose. Méfiez-vous si vous voyez là à l'examen des pétéchis. Comme je dis, quand je dis à l'examen, c'est façon de parler, parce qu'on est là, on n'est pas en train de faire des actes vétérinaires. Comme je vous dis, franchement, cet acte pour moi, j'essaie de l'apprendre à toute personne qui vient prendre un boa chez moi. C'est nécessaire de savoir ouvrir la gueule de son boa. Il faut apprendre à le faire. Et puis, il faut savoir vérifier. Pour avant-hier, tu vois, il faut l'apprendre en fait. C'est ça. Et donc on n'est pas sur un acte clinique, voilà. On ne se prend pas pour des vétos ou quoi que ce soit. Juste on aime nos bêtes et il y a des techniques d'élevage qu'il faut connaître de base. Au même titre que des premiers secours pour toi ou pour tes gamins quand ils sont à la maison, qui se blessent ou qui sont malades. Quoi. Ou ton chien, toi, c'est ça. Et donc je disais là à l'examen, vous avez vu que tout était soit blanc, rose, voilà. Si vous voyez des pétéchis, c'est pas bon. Des pétéchis, c'est... Alors qu'est-ce que c'est que des pétéchis? Parce que ça forme des petits vaisseaux sanguins rouges. Donc si vous voyez plein de petits vaisseaux sanguins rouges qui ressortent, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon, non. Ça peut être ça devrait être début de blessure. Comme ça peut être lié à principalement une infection. C'est souvent une infection respiratoire classique des ophidiens. Ça peut être lié, c'est souvent en combinaison avec une stomatite. Ouais, une stomatite, c'est une infection de la cavité buccale. Mais ça se transforme en tout cas souvent en stomac. Voilà, ça évolue de cette manière-là. Et donc avec les pétéchis qui se trouvent sur les gencives, donc on les a vus, donc qui entourent, c'est pas des gencives dures comme nous, c'est une sorte de membrane transparente, on a vu que c'était bien clean là, qui entoure les dents. Et souvent donc c'est lié donc, avec la stomatite qui apporte des glaires, et là c'est pas bon, il faut traiter. Il faut aller voir un véto spécialisé surtout, c'est le plus important. Oui. Oui, parce il faut vous renseigner sur un veto avant que ça arrive. Parce que là, ce qu'il faut stipuler, c'est que quand on arrive à ce stade-là, il ne s'agit plus de se contenter. Il s'agit plus de se contenter d'éventuellement, si vous savez le faire, cureter l'intérieur pour essayer de nettoyer un peu la gueule. Il ne s'agit pas non plus de se contenter d'éventuels bains de vapeur désinfectants. Là, c'est traitement antibiotique, quoi. Là, faut plus blaguer parce que ça peut très vite s'aggraver et avoir de graves conséquences. Pathologies sur les ophidiens. Et même les sauriens d'ailleurs, quand on voit quelque chose, c'est souvent déjà trop tard. Ouais, très avancé. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir inspecter régulièrement pour voir si tout va bien. Vous avez vu qu'il faut attendre un cycle respiratoire. Le tube là est normalement fermé et il s'ouvre que toutes les 25-30 secondes quand il prend une respiration. Donc vous pouvez tomber au début, la bouche est fermée, il faut attendre que ça ouvre. Et là, vous pouvez regardez si votre boa est en bonne santé ou pas. Ok, je vais revenir 30 secondes sur la trachée, un truc fun, un truc que je trouve super sympa, que j'adore. Vous pouvez le voir dans le reportage par Jesus Rivas, spécialiste mondial sur les boïdés. Il s'est notamment passionné pour l'anaconda. Dans le reportage qu'il fait sur les géants du Venezuela, on peut voir à un moment une prédation d'un Onectes murinus, d'un anaconda vert, sur du capybara. Et on voit à quoi sert la trachée que tu nous as montré là, et qu'on a dit de vérifier là pour voir s'il y avait une pathologie respiratoire. Il t'a tapé? Non. Ah non, il a peur. C'est les écailles qui s'accrochent. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que
Pour l'ingestion, pour ne pas mourir étouffé, cette trachée en fait sert de tuba. Elle peut sortir de la gueule. Elle peut carrément arriver, si c'était ma gueule, elle peut arriver là, tu vois. Il fait go-go gadget au tube. Et en fait, c'est comme une paille. Le truc s'en sert de paille. Et tu vois, en fait, il a le capybara dans la gueule. Et ça lui prend toute la gueule. Et même, ça lui écarte la gueule. Hein. La proie est énorme. Et en fait, tu te doutes bien, mais il peut plus respirer pendant ce temps-là. Sauf que voilà, le truc sert de... Vous pouvez le voir dans ce reportage, à un moment, ça se voit très bien. On peut l'observer quand on nourrit, si la proie est voilà, assez grosse. si elle est belle. Si elle est assez grosse, on peut l'observer, ouais. Le petit tube qui va sortir. Dès l'instant que la proie est assez volumineuse, il faut bien qu'il respire parce que l'ingestion peut durer une demi-heure, 1 heure suivant les grosses spécimens. Donc, mais ça, c'est un truc qui n'est pas forcément connu, c'est super, moi je trouve que c'est excellent. Le petit sort une paille normale, ok. C'est étonnant. Ok. Qu'est-ce qu'on peut dire sur les ingestions? On a dit que tout ça s'élargissait, on a expliqué l'os carré, comment ça passait. En cas de pathologie, pareil, à un moment, quand le boa va se sentir en train d'étouffer, il faut comprendre qu'une pathologie respiratoire non soignée, le boa va mourir, c'est sûr, c'est certain. Pourquoi? Parce que ça retombe donc dans le poumon, que ce soit à la base d'une stomatite ou les bactéries émigrées, que ça finit dans le poumon, n'importe comment. À un moment, c'est dans le poumon. Déjà, ils ont une particularité, tous les boïdés, tous les boa et pitons. Je rappelle, pour moi, boïdés, c'est boa et piton. Tu peux nous expliquer la particularité des poumons? Les 2 poumons, sauf que le poumon gauche est complètement atrophié. On est d'accord, exactement. Ça sert strictement à rien. Donc c'est la particularité. Et ça crée une faiblesse du coup. Ils en ont qu'un quoi. Ça crée une faiblesse, ils en ont qu'un qui est très allongé, qui partirait donc. C'est un peu compliqué à dire. Qui est très allongé, qui va jusqu'à la moitié de l'animal. Et donc effectivement en cas de pathologie, il n'a qu'un poumon. Donc c'est pas comme nous, vous êtes touché d'un poumon, vous avez l'autre pour respirer bien et tout. Lui il en a en gros qu'un, il en a 2 mais un tellement atrophié que bon. Ce qui veut dire que toutes les infections qu'il pourrait y avoir dans la bouche vont forcément retomber dans le poumon. Et là, ça fait des infections respiratoires, principalement des pneumopathies. Exactement. Et si c'est pas, souvent quand on le voit, c'est déjà bien trop tard. Donc il faut que ce soit traité vraiment assez durement, je dirais drastiquement, évidemment par un vétérinaire spécialiste. Mais donc voilà, c'est. Et ça, la capacité, contrairement à nous, ça n'a pas de diaphragme, ça ne peut pas expectorer. Donc quand ça a des glaires dans le poumon, bah toi tu les craches, tu te débarrasses, tu arrives à respirer un petit peu, et puis tu as des médicaments, du fumigène, ce que tu veux. Voilà, ces animaux ne toussent pas. Donc, ils ne toussent pas, et en fait ils crèvent dans leur glaire. Tout ce qui tombe dans les poumons reste dans les poumons. Et là, les bactéries se développent. Ok. Donc là, la tête, on a fait le tour à peu près, on a vu la vue, on a vu les yeux, le nez, on a vu à peu près la mâchoire. Juste, tiens, on va essayer de faire un gros plan si c'est mon pote. On parlait des mandibules qui se séparent, ce qui serait bien. Tu vois là, il y a un trait au milieu là. Ce truc là peut s'écarter. Et on voit qu'il n'y a pas de... Tu vois un peu là, il n'y a pas d'écaille au milieu là. Ça, c'est la peau. Tu as une bonne prise là? Ça. C'est un peu dur à écarter là. Ça permet au reste des mandibules de s'écarter. Quand on disait que les mandibules s'écartent pour manger, la peau est pré-découpée, si tu veux, pour s'écarter à cet endroit-là. Et c'est souvent, ça serait plus facile sur un bébé. Par exemple, si vous avez des mythes, c'est souvent dans cette commission-là que ça va aller se planquer. Vous pouvez regarder cet endroit-là pour repérer les mythes. Ou ils vont être à la commissure des yeux, souvent, là où l'écaille... sous les yeux même. Aux endroits les plus accessibles, oui, donc sous les yeux. Ils aiment bien les encoignures quand même, hein. Ils aiment bien les... Voilà. Sous le... Ça, vous pouvez le voir dans la vidéo bon, sur le traitement des acariens où j'en parle et où je montre justement cette... Voilà, je voulais juste montrer ça. Voilà. Après, on va descendre. Donc on était sur les poumons. Je voulais en profiter pour dire que tous les organes internes, donc les boïdés, des ophidiens en général, sont tous alignés les uns à la suite des autres dans le corps de l'animal. Et oui, dans l'évolution, vu qu'il a décidé de se mettre en long là comme une baguette de pain, et ben à un moment il a bien fallu faire quelque chose des organes, hein, et ça s'est déplacé, ça s'est adapté, ça a évolué. C'est ce qui a causé ce que tu nous expliquais avec le poumon en fait. Hein. Ils se sont décalés les poumons pour se mettre en ligne l'un derrière l'autre, et il y en a un du coup qui faisait chier, j'imagine, et il a trouvé ça plus pratique d'en sacrifier un. Certainement par gain de place, Mais on voit ça sur les autres organes. Les organes ont tendance à être... Et vous imaginez, le poumon il est beaucoup plus en long que chez nous. Hein. Le poumon est très très allongé. Les autres organes ne sont pas forcément côte à côte.
ils sont... Voilà, ils se décalent, ils sont peu décalés pour intercalés. trouver la place, il y a peu de largeur quand même, donc voilà. C'est un peu un quinconce. C'est ça. Voilà. Et on va avoir un autre organe qui est long, c'est l'estomac, quand on voit ce qu'on peut mettre dedans, Alors, et surtout l'estomac, sa capacité de en grossir, fait, quoi. l'estomac, il va donc de la gueule jusqu'au cloaque. Potentiellement, oui, c'est ça. Réellement, c'est ça. Mais Après, non, il n'y a qu'une partie après- quand même qui est située là qui va digérer. Après, Voilà, cette après, partie, si concernant elle est la là, elle ne sera pas digestion, digérée, quoi. voilà, concernant la digestion, c'est vraiment une seule partie. Mais anatomiquement parlant, Ouais. l'estomac, il va d'un bout à l'autre. Oui, c'est un estomac. Tu voulais voilà, donc, parler des sucs gastriques qu'on a dans l'estomac. Oui, c'est excessivement puissant. Hein. C'est parmi les plus puissants à ma connaissance, je crois. Vous le savez, on met des proies entières, il n'y a pas grand chose qui ressort. Un truc, moi, qui m'a toujours halluciné, les dents ne ressortent pas. Les dents d'une souris, les dents, c'est de l'ivoire quand même. L'ivoire, c'est costaud, les gars. Hein. C'est pas le truc, tu vois ta dent, quoi. Bon, bah, ça, c'est digéré quand même pendant le repas. Hein. Les os, l'ivoire, quasiment tout est digéré en fait, sauf la kératine. La kératine, Il veut rentrer à la maison. T'as vu, il sait où il a vu. Il veut rentrer dans le... Ouais, sauf la kératine. Sauf la kératine. Sauf La la kératine, c'est ce kératine. qu'on retrouve dans nos ongles et nos cheveux. Et puis c'est ce qu'on retrouve sur son tégument, non? C'est pas en kératine, Partout, ça. la kératine. Ouais, c'est les ça, écailles. c'est de la kératine. Ouais, ça, c'est de la kératine. Donc il digère mal, c'est pour ça que vous voyez des poils dans les crottes. C'est les poils des rongeurs. Parce que le poil de cheveux, c'est de la kératine. C'est de la Voilà, kératine. c'est Tout l'une ça, des c'est- rares matières qui n'arrive pas à... Ouais. Donc voilà, on retrouve de temps en temps donc, des polypes de poils, et c'est tout à fait normal. C'est leur particularité. Donc le tégument, on l'a vu, hein, le tégument c'est la peau, quoi, la peau externe. Les caillures. On l'a vu, donc ça mue en une seule fois, ça change tout son pyjama. Donc il y a une couche à un moment qui se met à se développer à l'intérieur, des cellules prénaissances, quoi, et à un moment il se crée une lymphe entre les deux, entre la vieille peau. C'est ce que vous voyez La un vieille peu peau, bleu. c'est